Donne-moi ton adresse. Oh non, pardonne-moi ma maladresse. La traversée forcée nous a déconnectés. C'est pas trop bien comment t'aborder. Je sais pas trop bien comment t'aborder. Je dois t'avouer que je suis tentée en salle d'or d'une histoire vécue dans le passé. Mais les choses ont changé, les gars ne sont plus sérieux. Oh non, y a tellement de demandes, je suis débordée. Ah, tellement de demandes, je suis débordée. Viens avec moi, je t'emmène. 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 Belle africaine, je t'aime à la haïtienne. Est-ce que tu sauras prendre soin de moi? Fille de mes ancêtres, refaisons la route ensemble. Est-ce que tu vas me protéger, oh? Est-ce que tu vas me marier, oh? Je veux te marier, oh. Viens avec moi, je t'emmène. Est-ce que tu vas me faire danser? Viens avec moi, oh oui, si doudou. Danser nango, danser nango, danser pétro, danser copé de galé, copé de galé. J'irai, on va girer sur la tête de Toussaint. J'irai, on va girer sur la tête de Dessalines. J'irai, on va girer sur la tête de Boukman. Je te ferai l'amour comme un esclave libéré, toujours là pour toi. Je veux être plus. Nous voilà de retour, hein? Après le dimanche dernier, nous voilà ici présents à la télévision haïtienne de Montréal pour vous dire bonjour. Comment allez-vous? Alors nous disons bonjour à ceux qui sont à Montréal, mais aussi à ceux qui sont ailleurs, dans les autres pays, notamment aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Afrique. C'est le temps de vous dire aussi, bonne fête des mères, les mamans qui suivez l'émission. Vous qui suivez l'émission, eh bien, soyez à l'aise. Nous recevons pour vous aujourd'hui quelqu'un de vraiment dans les sciences, hein, dans les sciences. Elle se nomme Docteur Nathalie Sanon. Elle est déjà là sur le plateau avec nous, elle est assise, elle nous regarde en train de vous parler. Alors nous allons lui dire un petit bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, je vais bien, merci. Est-ce que je peux vous voir, docteur Nathalie Sanon? Vous pouvez me tutoyer. Je peux tutoyer. Sans problème, oui. Eh bien, ça me rend confortable, je te remercie de me le permettre. Mais moi, en retour, je vais te dire que tu peux parler créole autant que tu voudras. Parfait, ma essayer de faire ça. On peut essayer de faire ça. Bon, l'accent est déjà là, vous voyez que c'est quelqu'un qui se connaît bien en créole. Alors, elle fait signe que un peu. On va voir ça tout ça, Nathalie. Docteur Nathalie Sanon, tu peux me dire docteur Nathalie ou Nathalie tout simplement. From tout. Oui, bon, d'accord. Qui Jean Ouye? Mon femme. Je dis à mon femme, c'est fête maman, toute maman yo, et puis bien content, manger avec Timoun yo, avec famille, avec maman et avec grand-maman. Famille, Timoun, etc. Combien Timoun vous gagnez? Il y a deux Timoun. Deux grands garçons. Deux grands garçons. 13 ans et 16 ans. Et 16 ans. Ils sont dans quoi exactement? Ils sont à l'école, donc à l'école, mais ils sont aussi beaucoup dans le sport. Dans le sport. De haut niveau. Quand même, je dois dire que je suis très fière. Ce sont deux garçons qui sont de haut niveau, donc et dans le basketball et dans le football, là qu'on appelle donc, le soccer. Tous les deux des gardiens de but. Ouais. Fais-moi connaître avec eux, mais au devant caméra, by expérience. Il y a venu l'autre fois. Oui, on pas de problème. Parce que bientôt, on va gagner soccer. Et c'est au mois d'octobre ou novembre, on va gagner Coupe mondiale soccer. Mais oui, c'est vrai. Donc, probablement que tu es capable de parler de ça, vous pensez. Qui veut d'être mais dans le sport, bah, ça, parce que tu as parlé de Neymar, tu as parlé de tel que Mbappé, dans une position.
Alors, Nathalie, nous ne va pas parler de vous pour le moment, c'est de vous-même n'a parlé, parce que nous voyons que sont un monde qui est vraiment très jeune, mais où est fait études 3e cycle. Ça fait combien de temps depuis la fin de cette J'ai terminé le doctorat en 2010. En 2010. Oui. Ok. Oui. Félicitations. Merci. Oui. Merci. C'est effectivement un travail de longue haleine. Évidemment. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très discipliné, Nathalie. Il faut. Oui, tout à fait. Il faut de la discipline pour ça. Mère de famille et puis études, etc. Comment cette mère-là a pu faire les études en même temps, puis éduquer les enfants? Elle a été très bien entourée. Tout d'abord, donc c'est sûr qu'il faut un entourage, donc il faut un mari exceptionnel, bien sûr, qui permet aussi tout ça, donc qui me permettait d'aller étudier à la bibliothèque, passer de longues journées, s'occuper des enfants lui-même. Donc ça prenait aussi des grands-parents, donc des deux côtés là, des grands-parents qui permettaient aussi qui prenaient les enfants de temps en temps pour qu'on puisse aussi souffler un peu. Donc, il est de quelle origine, le mari? Il est roumain. Il est roumain d'origine, oui. Il est architecte, un grand architecte. C'est lui qui a un peu fait le biodôme. Ah bon? Si vous connaissez le biodôme, qui vient d'être refait, tout blanc, tout beau, magnifique. Alors, c'est sa firme qui a... Il y a de quoi de me faire des connaissances comme ça pour pouvoir parler. Absolument. On peut recevoir des étrangers aussi. Hein, donc, parfait. Ce serait intéressant pour qu'ils puissent venir donner des explications sur le travail qui est fait pour le biodôme. Absolument. Nathalie est née en Haïti? Non, Nathalie est née ici, c'est pour ça que créole y a un contingent. Pas ça, non. Pas ça, mais je m'entendais. Non, je fait ici, à Montréal. Et puis c'est grand-papa et grand-maman qui viennent ici. D'accord. Donc, maman était petit. Et puis, voilà. Donc, j'ai été en Haïti quand même. À 2 reprises, 2 fois. Une fois pour faire un stage d'initiation à la coopération internationale. Je voulais apprendre à connaître Haïti, mais autrement que uniquement chez la famille. C'est pas la même chose du tout. D'accord. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation Campé, sur lequel je siégeais. Alors, la Fondation Campé qui a été démarrée par Dominique Anglade et Régine Chassagne. Donc, voilà, j'avais été en Haïti pour aller voir les projets, l'avancement des projets là-bas, évaluer un petit peu tout ce qui se passait. Vous pouvez me répéter, son plaisir pour me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir pour me recevoir. Parce que surtout que moi, on fait une grosse contribution, parce que où l'on domaine, en fait, neurosciences, pour mon cas qu'on est. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer un petit peu? Ça me t'est fait? Oui. Oui, parce que je ne pas la donne encore. Je change un petit peu, toujours dans science, mais je change un petit peu. Donc, ce que je faisais avant, c'était justement sur bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau chez un patient qui est épileptique. Voilà. Donc, j'essaie de comprendre les mécanismes de base de l'épilepsie. Et c'était vraiment quelque chose de très pointu, extrêmement pointu, parce que j'étudiais dans une région du cerveau un certain type de neurones, qui sont les cellules du cerveau, et leur fonctionnement lors d'une crise d'épilepsie et lors du développement. Déjà, démonstration ça, qui est peurant côté où on tombe épileptique. Tout à fait. Ça fait très longtemps, très longtemps. Des jeunes peut-être. Mais ils sont pas effrayants. Tout à fait. Tout à fait. Qui ça provoque? Qu'est-ce qui provoque ce genre de crise d'épilepsie? Est-ce que ça peut nous inculquer quelque chose là? Ça peut m'informer? Alors, on sait que le cerveau fonctionne avec de l'électricité. La même électricité là qui allume les lumières, le cerveau fonctionne avec des petites doses d'électricité. Et donc, lorsque cette électricité devient synchrone, toute son activité devient synchrone au niveau du cerveau, à ce moment-là, dans une région du cerveau, à ce moment-là,
c'est là où on voit une personne en crise. Il y a différents types de crises, mais le type de crise dont vous parlez, dont tu parles, qui est la plus saisissante, c'est lorsque la personne... Je me permets de me tutoyer aussi. Oui. Merci. C'est lorsque la personne tombe par terre, donc elle perd connaissance et elle a des mouvements incontrôlables aussi. Et ça peut durer une bonne minute, là, à peu près. Perte de connaissance que je vois, c'est comme si c'est quelqu'un qui va mourir. Est-ce que j'interprète... Parce que de loin, on regarde ça, on voit que la personne gigote. Exact. Donc, j'ai comme l'impression que la personne va mourir. C'est comme ça que je vois ça. Après 1 minute, le plus souvent, là vraiment le plus souvent, après 1 minute, la personne reprend ses esprits. Bon, elle va être un peu confuse peut-être, elle va peut-être avoir mal à la tête aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent à ce moment-là dans le cerveau. Donc, mais rapidement par la suite, les choses reviennent à la normale. Moi, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est peut-être par rapport à quelque chose que la personne a vécu que brusquement, parce que l'explication, la définition est faite, c'est vrai, de ton côté, mais c'est de savoir exactement quel élément déclencheur même de crise à... Mais oui, donc ça c'est une bonne question, et puis gain en pile élément déclencheur. Gain en pile. Et puis gain en pile type d'épilepsie tout. Donc nous parler d'épilepsie en gros, mais il y a un pile type d'épilepsie. Donc, il y a un type d'épilepsie qui est l'absence, que nous voyons en pile chez Timounio. Et puis, il y a tout simplement, il n'y a pas perdu connaissance, mais il y a tout simplement absent. Et puis, il y a vague pendant quelques minutes. Donc, il y a des Timoun en classe, parfois, le professeur a pensé que Timoun n'a pas écouté, il est dans la ligne. Mais ce n'est pas ça. Des fois, ce sont des crises d'absence qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de types d'épilepsie et il y a beaucoup de facteurs déclencheurs. Un des éléments déclencheurs, par contre, c'est le stress. Le stress, d'accord. Voilà. Donc, on voit que lors de périodes de stress intense chez des épileptiques, on voit que les crises sont déclenchées plus souvent. Mais c'est qu'on est quand même, qu'est-ce qui fait que ces sujets, ça, on prend au travail sur l'épilepsie? Est-ce que parce qu'on marque peut-être par observation passée, ou bien c'est volontaire, ou on décide de choisir ce sujet ça? Premièrement, lorsque j'étais au baccalauréat, le cours qui m'intéressait le plus, c'était vraiment le cours de neurosciences. De vraiment cette compréhension de l'infiniment petit quand même. Lorsqu'on rentre dans le cerveau, là, et c'est en même temps infiniment vaste parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Et finalement, plus on fait des découvertes, plus ça ouvre tout un pan, on se rend compte, mon Dieu, on ne connaît rien. D'accord. Donc, il y avait ça qui vraiment m'avait beaucoup attiré dans les cours au moment du bac, au moment de faire le choix. Et de là qu'on dit on ne connaît rien, c'est-à-dire que c'est voir plus que ça, c'est-à-dire que en fait, l'être humain n'a pas exploité vraiment tout potentiel cerveau. Absolument pas. Non, absolument pas. C'est vraiment très minime. Tout à fait. L'exploiter. Tout à fait. C'est intéressant. Et le cerveau est aussi très fragile quand même. Il est robuste et fragile à la fois. C'est-à-dire que vers la fin, là, lorsque je travaillais en fait en recherche au CHU Sainte-Justine, on a travaillé également sur des projets de commotion cérébrale. Et donc les commotions cérébrales qui arrivent comment? En fait, c'est un contact très fort de la tête. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Voici le cerveau, voici la boîte crânienne. Entre les deux, il y a quand même du liquide pour protéger ça. Mais si le coup est trop fort, le cerveau va se cogner à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui crée des lésions à l'intérieur. Donc, ça, c'est par exemple, je le vois avec les joueurs de hockey. Voilà, exact. Beaucoup de sportifs et les joueurs de football américain aussi, beaucoup. Il y a eu justement un film qui a été Est-ce fait qu'à force de frapper aussi, de se frapper la tête, on n'arrive pas finalement à avoir ce genre de commotion aussi? Exact, voilà. Donc, justement, là, il y avait une encéphalopathie traumatique chronique, qui est une maladie qui a été découverte justement chez ces joueurs de football américain, chez qui, semaine après semaine, ils ont des coups.
au niveau de la tête. Et plus tard, ils se rendent compte que, mon Dieu, ça peut avoir des effets autres, complètement autres. Hein, pas seulement des crises d'épilepsie, parfois aussi. Hein, donc, l'épilepsie peut être aussi un symptôme d'autre chose. Mais aussi de la confusion, des comportements un petit peu anormaux là, qui ont été décrits en lien avec ça chez beaucoup de joueurs de football. Je ne vais pas faire du coq à l'âne, mais je viendrai, je viens d'une façon à expliquer les choses. Et au moment que tu me parles, je suis en train de voir Nathalie qui entre en primaire. Ça veut dire que Nathalie commence à aimer les sciences, les maths depuis la primaire? Oui, alors Nathalie a aimé les maths plutôt au secondaire. Au secondaire. Il faut avoir de bons professeurs pour aimer ça. Absolument. 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 Et bon, j'ai 2 modèles, si on veut. J'en ai plus, mais je vais en nommer 2. Premier modèle, c'est ma mère. Ma mère qui elle-même était scientifique aussi, qui a enseigné également les sciences. Donc, quelqu'un qui vraiment, si on a ça à la maison, là, c'est sûr que... Ça veut tout dire. Voilà, on baigne dedans et puis on n'a pas peur. Et ça, c'est important, le fait de ne pas avoir peur des mathématiques, peur de la chimie, peur de la physique. Ça aide énormément. Mon deuxième modèle, c'est un professeur de physique que j'ai eu justement au secondaire 4-5 à peu près, et qui était une femme, et qui, je sentais, voulait que je réussisse. Et elle avait vraiment confiance en moi. Donc ça m'a donné confiance en moi, réellement. Pour me dire que ben, moi, je peux très bien, par la suite, aller étudier. Donc, ce que j'ai fait au doctorat, c'est d'étudier l'électrophysiologie. Donc, la biophysique, beaucoup de physique quand même, mais j'adorais ça. J'avais pas peur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup de jeunes. C'est la peur des mathématiques, la peur des sciences. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Pourquoi les jeunes noirs, je parle surtout des jeunes noirs et surtout des femmes noires. Hein? Moi, c'est les femmes noires qui m'intéressent. Dans une des vidéos, j'ai déjà vu que tu en parles vraiment. Voilà. La femme noire se trouve, surtout la jeune femme noire, se trouve complètement à l'opposé du modèle que tout le monde a du scientifique parfait, qui est, si je vous demande, pensez à un scientifique, on pense à Einstein. Voilà. Ça peut être agréable, ça peut être drôle. Et surtout que la science, elle est partout. Elle est partout autour de nous. Et elle nous aide à comprendre notre monde. Donc, comment fonctionne le téléphone? Comment fonctionne la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tel objet flotte et tel autre objet coule? Donc, tout ça, c'est des sciences qui sont autour de nous. Laisse-moi te dire, je ne sais pas, c'est sûr que tu as visité Haïti. En Haïti, même, on a montré aux gens les sciences, ça c'était facile. Mais quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai pu observer que on fait peur surtout aux communautés noires. Ce n'est pas seulement les filles, hein. Les gars aussi. Effectivement. On peur de la science. Les gars noirs, je veux dire. Tout à fait. Ils ont peur de la science. Tout à fait. Le plus souvent, ils vont dans les arts, ils vont dans d'autres domaines, mais ils ont peur d'aller en science. Parce qu'on les y pousse aussi. Hein. On leur dit, peut-être que toi, c'est pas pour toi, hein, les sciences. T'as un tout petit peu de difficulté. Bon, alors, on va besoin de jouer avec ça. Ou mettre à aller dans le programme. Et c'est pour ça que je mettais de l'emphase sur le professeur qui m'avait justement donné cette confiance en moi. Et les professeurs ont un très grand rôle à jouer là-dedans. D'accord, oui, évidemment. Donc, de vraiment encourager tout le monde de manière équitable, mais peut-être même ceux qui sont un petit peu sous-représentés dans ces domaines-là, un peu plus d'efforts pour leur montrer que s'ils le veulent, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui est intéressé. Si on n'est pas intéressé, c'est correct. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui se disent « Ah, j'aimerais bien être astrophysicien. Pourquoi pas? Ou astrophysicienne. » Mais où le professeur dit « Mais non, ce n'est pas pour toi quand même. » Donc, ça, il faut éviter ça. Le professeur a une responsabilité.
en fait, tu m'apprends des choses, hein, parce que tu parlais tout à l'heure, tu as parlé de physique. Je suis intéressé à savoir, parce que ce n'est pas mon domaine, donc on va le faire une lumière sur lui. En Haïti, on faisait la distinction de la physique optique, la physique, ce que nous avions fait. Hein. On a fait 2 types de physique. Il y a la physique optique, il y a l'autophysique qu'on appelle l'électricité, etc., etc. Donc, ici, comment vous étudiez ce genre, lorsque vous arrivez, je veux dire, vous quittez par exemple les secondaires pour aller au cégep, l'université. Comment on perfectionne le côté physique? Est-ce qu'on étudie les différents types de physique? Oui. Alors, de mon cours de cégep, c'était vraiment le cours de sciences physiques dans lequel il y avait différents sous-domaines, donc optique, mécanique et puis dynamique aussi, donc les corps en mouvement. Non, ce sont différents sous-domaines, mais à l'intérieur de la grande catégorie, je dirais, de sciences physiques. On peut sortir d'un domaine pour aller dans l'autre assez facilement quand on étudie. Au cégep, tout est étudié, tout ça a été étudié. Alors c'est plus tard à l'université si vraiment on va se spécialiser un peu plus vraiment dans quelque chose qui est plus optique ou quoi là, mais sinon c'est encore général au cégep. Et il faut que ce soit général, il faut garder ça un peu plus... Il faut que les gens puissent connaître le plus de choses avant de prendre une décision. Et à l'université, qu'est-ce que Dr Nathalie Sanon enseigne particulièrement? Oui, alors j'ai enseigné à l'Université de Montréal, également à l'ISTEA. Vous connaissez l'ISTEA, qui est l'Institut de sciences et de technologie d'études avancées en Haïti. En Haïti, d'accord. Voilà, Samuel Pierre, qui en est l'instigateur. Et donc, je suis professeur associé auprès de l'ISTEA. Donc, à l'ISTEA, j'ai enseigné biologie cellulaire, étant donné que j'ai un background de biologiste. Et puis, à l'Université de Montréal, j'ai enseigné un cours de neurosciences, donc des séances de neurosciences. Et c'est là que je reviens encore, je reviens à savoir, est-ce que dans ces cours-là, on retrouve, par exemple, des jeunes noirs qui vraiment s'intègrent sans difficulté maintenant? Oui, j'en vois de plus en plus. De plus en plus. Oui. Alors, j'étais très agréablement surprise. Je pense que j'ai pu faire une différence. J'ai commencé à enseigner en 2016, peut-être. Et puis, il y avait très peu de Noirs. J'enseignais à des groupes de médecine dentaire, physiothérapie, tout ça. Et quelques années plus tard, donc l'année dernière, je voyais beaucoup plus de Noirs, de femmes noires surtout, de femmes noires. Donc pour la génération qui, en fait, de jeunes qui suivent cette émission, qui nous écoutent, qu'est-ce que on peut leur conseiller? C'est sûr qu'il y a toujours des conseillers proches des élèves, vous leur dites voici là où ils peuvent aller, etc. Mais verbalement comme ça, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune qui s'intéresse, qui voudrait faire comme Dr Nathalie, aller en neurosciences, des trucs comme ça? Quelles sont les démarches? Il faut s'assurer d'avoir les notes. Je parle très bas là. Très bas. Du primaire et à l'université. Alors, dès le primaire, il faut être curieux et curieuse. Absolument, il faut être curieuse. Donc, allez voir, il y a plein de sites internet où on apprend justement, on fait des petits quiz sur différents, soit des mathématiques ou soit de la physique ou soit de la biologie ou quoi. Donc ça c'est bien. Ensuite, au secondaire, s'assurer de bien étudier quand même. D'abord, il faut ça, on s'en sort pas, il faut. Il faut. C'est-à-dire ne pas lâcher là, étudier, avoir la discipline de... Voilà. C'est pendant une période, mais après ça, on récolte les fruits, ça vaut la peine. Mais moi, ce que j'aimerais dire, par contre, c'est qu'il y a un nouveau domaine... En fait, je m'excuse, et dans les études, il y a de la souffrance aussi. Il faut souffrir pour... Bon... On n'est pas tous obligés de faire un doctorat non plus. Oui, il y a un petit peu de souffrance dans le fait de faire un doctorat. Mais, mon Dieu, quelle joie quand on a terminé. Et quelle fierté aussi. Donc,
Oui, oui. Peut-être alors, que ça vaut la continue, peine. Parce que c'est la méthode, on leur donne les principes pour savoir comment faire, pour pouvoir arriver jusque-là. Moi, ce que j'aimerais ajouter, par contre, c'est un élément... On a parlé de science, mais il y a un nouveau domaine qui est très en vogue et qui est très important aussi, qui est bien, mais en même temps qui peut être dangereux, mais qui, peu importe, il est important de le savoir, de le comprendre et de le connaître. C'est l'intelligence artificielle. Justement, je vois qu'on en parle beaucoup. En fait, dans les nouvelles, on en parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déjà partout. Oui, oui. Est déjà partout autour de nous. L'intelligence artificielle, des fois, peut nous contrôler aussi sans que l'on s'en rende compte. Mais l'intelligence artificielle nous permet aussi d'aller plus loin, nous permet de faire certaines choses. Si on pense au domaine de la santé, il y a des applications nettes au niveau de la détection de certaines maladies lorsqu'on veut détecter des tumeurs. Donc, jusqu'à présent, c'était des pathologistes qui effectuaient ce travail, mais maintenant, le pathologiste ou la pathologiste peut être assisté d'un logiciel, donc d'un algorithme qu'on appelle, qui aide à la détection de ces tumeurs-là. Intéressant de savoir ça. C'est très pratique, c'est très précis aussi, on s'en rend compte. C'est pas bête ce que je demande, intelligence artificielle versus on peut être à Montréal et puis on est en train de faire, comment je vais dire ça là, le traitement d'un patient en Europe. Oui, effectivement, je pense qu'il y a des chirurgies qui ont été faites à distance comme ça, avec des assistés d'un robot là, qui avait les... Et c'est intéressant de voir ça, effectivement, je vois, dans les écoles primaires maintenant, les petits-enfants, on leur montre comment manipuler, comment travailler avec des robots, comment monter des robots. Donc, en fait, c'est bon que les gens puissent le savoir, les jeunes, surtout qui nous suivaient ici. Les jeunes, mais pas... Alors, les jeunes, ça c'est primordial parce que eux, ça va faire partie de leur vie... absolument dans tous les domaines et de plus en plus. Mais nous aussi, nous qui sommes plus âgés aussi, devons apprendre à connaître ça, à comprendre, à voir les dérives possibles, parce qu'il y en a. Il y a toutes sortes de logiciels de reconnaissance faciale. Alors, la machine ne vous a jamais vu, mais elle est en mesure de faire des liens avec des millions de données qui viennent d'un peu partout, de notre téléphone, de tous les sites que l'on visite, par exemple, sur Internet, et qui permet de retrouver, ah oui, ça c'est France. C'est incroyable. C'est incroyable, mais il faut faire attention, mais c'est là. C'est là. C'est déjà là. Les gens, j'entends beaucoup les gens dire, ah, moi, de toute façon, j'ai rien à cacher, ou bien ça m'intéresse pas. Sauf que il y a déjà des caméras qui sont en train de nous regarder dans les rues et qui nous identifient, sans qu'on le sache. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne l'ai pas vu pour Montréal, par exemple, mais je l'ai vu, par exemple, en Chine. En Chine, exactement. Je regarde comment on est capable d'identifier les gens. Tout à fait. Tout à fait. Individuellement, alors que c'est quelque part, il y a une population vraiment immense. Mais oui. Et puis on est capable de pouvoir identifier une personne parmi tous ces gens-là. C'est incroyable. Mais tout ça, c'est grâce aux données. On est en train de récolter des données de manière massive. Avant, on n'avait pas autant de pouvoir pour stocker ces données-là. Maintenant, on a le pouvoir de stockage des données à l'infini presque, ce qui permet de pouvoir faire des recoupements qu'un humain ne peut pas faire. De recouper l'information de, je sais pas, Hydro-Québec avec le téléphone cellulaire, avec des sites qui ont été visités, avec autre chose, des caméras dans la rue, et de mettre tout ça ensemble et de dire voici la personne. D'accord. Ça peut être dangereux quand même, quand on y pense, mais... il y a aussi des bienfaits avec ça. Donc, l'important, pour revenir à votre question, pour moi, oui, j'encourage les gens à se lancer dans les sciences. De toute façon, les sciences aident, beaucoup les mathématiques aident à comprendre. Et on parle de l'algorithme. Exact, l'algorithmique, donc aide à comprendre justement le fonctionnement de ces algorithmes-là.
donc les sciences, mais surtout l'intelligence artificielle en général. À différents niveaux, hein, on peut soi-même coder, développer ces algorithmes, ou on peut tout simplement avoir une idée générale, une compréhension. Si on regarde le marché du travail maintenant, il change complètement. On est dans le numérique. Exact. Tout à fait. On est dans le numérique. Très rares sont les emplois où on n'a pas accès à ou même besoin d'un ordinateur pour nous aider à faire. Je fais l'avocat du diable, Nathalie. Parce que là, ça paraît facile, n'est-ce pas, pour le docteur Nathalie, et puis peut-être des gens là qui manipulent très bien les techniques. Mais, et les gens qui ont de la difficulté, vraiment, c'est pour le numérique là que je parle de cette façon. Parce qu'il y a des gens là, surtout d'ailleurs de mon âge, donc on n'a pas cette dextérité, n'est-ce pas, que cela demande en technique de manipulation de ces données-là. C'est pour ça que je dis que c'est à différents niveaux. À différents niveaux. À différents niveaux. Donc, je vais parler aux jeunes. Aux jeunes, je vais leur dire, assurez-vous de prendre un cours de code. Comment coder? Comment bien comprendre l'interaction entre un humain et la machine. Okay? Ça, c'est primordial. Maintenant, pour une personne plus âgée, comment est-ce que l'intelligence artificielle vient intervenir dans le travail que je fais? Si je suis médecin, les médecins pensaient que eux, leur acte, ils sont les seuls à pouvoir le faire, mais on se rend compte que non. Mais non, pas du tout. Et on commence en disant, oui, le médecin sera assisté de cet algorithme qui va l'aider à prendre une décision, mais bientôt on va se rendre compte que finalement le médecin il sera même plus nécessaire. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nous, pour notre société, pour notre terre? À voir. Et donc il y a beaucoup de questions d'éthique aussi très intéressantes, mais très importantes qui doivent être adressées face à ça. Oui, parce qu'il y a un danger entre l'utilisation, la bonne utilisation et la mauvaise utilisation. Exact, tout à fait. Est-ce que la physique quantique, par exemple, j'ai eu l'expérience, j'ai une douleur et puis je suis allé chez un docteur naturopathe, je ne veux pas citer son nom, et il m'a mis dans un appareil et puis finalement ça détermine, voici le problème, et il l'a résolu à l'aide de l'ordinateur. Alors, est-ce que c'était une résonance magnétique à l'intérieur de... Une douleur, et puis j'ai plus senti la douleur après. Après être passé dans la machine? Bon, je parle de Dormeus en tant que tel. Donc, pour faire la preuve, donc, automatiquement que j'avais la douleur, il est allé travailler sur son ordinateur, tout ça, et l'ordinateur répond que oui, c'est réglé. Et effectivement, les douleurs étaient parties. C'est parti. Ah! Non, là, j'aimerais bien en savoir plus. J'aimerais bien en savoir plus. Et puis, je pourrais te donner ses coordonnées. Tout à fait. Parce que, en fait, je trouvais ça vraiment étonnant. Vraiment, j'ai senti que c'est guéri. C'était guéri, ok. Alors, c'est pour ça que je posais la question, donc pour la physique quantique, puisque c'est ton domaine de savoir exactement comment ça fonctionne, est-ce que... La physique quantique n'est pas mon domaine. D'accord. Mais quand même, c'est parce qu'on a parlé de physique, c'est que j'ai cru de cette façon-là. Mais cependant, si je viens sur, par exemple, ce que vous faites maintenant, nous allons parler de Monk, de Ivado, je dis mal le mot. Donc nous allons parler de tout ça. Nous allons faire une pause pour l'instant et nous allons revenir pour parler de tout cela. Parfait. D'accord. Donc mesdames et messieurs, voilà, nous recevons pour vous Madame Nathalie Sanon, docteur Nathalie Sanon, qui est neurobiologiste, neurosciences. Voilà, à tout à l'heure. Depuis me fait ma poulée, sur
diamant. Mais m'a dit pour moi richesse pas important. Ça me gagne comme les m'a chanté. L'argent pas à acheter. Pas juger m'sous apparence. Pas connaître qui ça n'a que. L'amour toujours plus fort, tout bien matériel, c'est vanité. Dis-moi, comme son femme qui est chanceuse, depuis me fait ma marcher, son bon tapis sa tête. Est-ce que j'aime essayer toucher comme avec l'amour? Toucher l'amour qui est tristesse, aussi ma joie. Pas juger sous sa gueule, ou pas connaître souffrance dans le cœur. L'amour toujours plus fort, tout bien matériel, c'est vanité. L'amour toujours plus fort, tout bien matériel, c'est vanité. Alors voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, à la télévision haïtienne de Montréal. Tout le monde me pose comme question avec vous, mais moi, posez, mesdames et messieurs. Parce que Nathalie, il y a un pile bagage qui est capable d'apprendre nous là. Et surtout pour petit monde, nous-mêmes qui regardons comme grand monde, qui regardons, qui est petit, nous sommes capables vraiment, nous pas capables de forcer petit monde de faire ça, mais nous sommes capables de conseiller si au peuple ou pas, pour gagner confiance en eux-mêmes. Donc c'est peut-être ça que ça vraiment vaut la peine de les faire écouter, de les faire visionner, n'est-ce pas, ce qui se passe maintenant. Alors Nathalie, je reviens et nous parlions de tout et de tout, et pas de tout et de rien, c'est important. Et j'aimerais savoir, par exemple, j'ai lu sur les vidéos des choses qui, en fait, on parle de MOOC. C'est quoi le MOOC? C'est quoi ça? C'est un drôle de mot, hein? Oui, MOOC. MOOC. Alors, c'est un acronyme pour quelque chose en anglais, Massively Open Online Courses. Donc, ce sont des cours en ligne sur toutes sortes de sujets. On peut retrouver un peu sur tout, sans problème, mais accessible sur Internet. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui veut apprendre... N'importe qui, quand dit quelqu'un, n'importe qui. Du jeune au vieux, comme tout moi. à fait. Alors, il y a différents niveaux, justement. Il y a différents niveaux de MOOC. Il y a des MOOC qui sont ouverts à tous, pas besoin de connaissances particulières. Il y a certains MOOC aussi qui sont, on demande, qui ont des prérequis quand même. On demande d'avoir... un niveau universitaire ou peut-être un niveau cégep, là, qu'on appelle à Montréal, au Québec. Donc, ce sont des cours en ligne et c'est une manière très intéressante de pouvoir se former. D'accord. L'accessibilité augmente considérablement avec ces MOOC. Ce qui veut dire que les universités sont au bout de la souris. On clique
Et on a accès à des cours auxquels, avant, on n'avait pas du tout accès nécessairement. D'accord. C'est un peu l'éducation permanente. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est là, on apprend. Formation continue. Donc, formation on continue. Apprend tout au long de la vie. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, les gens doivent changer leur manière de faire. C'est-à-dire qu'avant, on avait nos études, on faisait nos études, on avait terminé. C'est fini. Et puis, Kounia, ma travail. Ouais. Mais, Kounia, même le mat travail, besoin de continuer à apprendre. Parce que bagaille a changé, toute technologie a changé, le numérique que vous avez, que tu as mentionné tout à l'heure, fait en sorte que les gens, même sur leur milieu de travail, pour pouvoir continuer, doivent absolument se former. Et souvent, les compagnies, les employeurs vont envoyer leurs employés suivre tel ou tel MOOC, donc les cours en ligne là, dont on parlait. Explication à bon mieux fait me penser, parce que mon sensibilité en sens ça pour Haïti. Et mon connaît un bon ingénieur, par exemple, il y a 22 ingénieurs qui ont essayé de faire bagaille de satellite en Haïti. Par contre, si on réussit très très bien, mais on parle de lui, pas quoi c'est pédantisme que Abdi a fait un bagaille qui passe ça, parce que il y a un ingénieur qui paraît être un jeune ingénieur qui paraît qui fait qu'on est à peu près 22 qui travaillent sur question de satellite. Mais là, on attendait ça. Oui. Ok, m'a cherché. Non seulement les satellites, mais il y a l'autre bail encore, sauf que il y a empêché, si je me comprends très bien, pas par le gouvernement, non, mais particulièrement par même des pays étrangers qui gagnent un petit peu de pouvoir sur ce qu'on fait en Haïti et puis qui empêchent d'évoluer. Alors qu'eux même ont besoin d'évoluer, ils parlent de ça dans la radio. Alors ça ne m'a pas dit, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport à ce dire là, c'est vrai que moi, ingénieur, ça m'a demandé, mais est-ce que dans le milieu haïtien, en Haïti, pour toute bagaille évolutive, il faut parler de robots, de ci, de ça. Est-ce que moun sa yo vraiment a bien accès à tout ça? Je crois que y a accès beaucoup plus qu'avant. OK. Parce que facteur limitant quand même, c'est accès à Internet. Mais du moment que vous avez accès à Internet, vous avez accès à un pile bagaille, en pile coût, en pile formation. Donc, je crois que pour les gens qui sont en Haïti, et puis, on a bagaille que je voulais dire tout, c'est que là où fait science pure, science, comme on a parlé tout à l'heure, physique, biologie, ça a besoin. Ou besoin en pile espace, ou besoin laboratoire, ou besoin en pile bagaille. Ça a besoin, là où fait intelligence artificielle, ou besoin ordinateur. Seulement. C'est tout. Intéressant. C'est tout. Et donc, on croit que c'est un bagage qui est très accessible, justement, pour le monde en Haïti, qui pas nécessairement gagné. Bon, c'est sûr que l'ISTEA dont je parlais tout à l'heure a justement installé monté des laboratoires de physique et de biologie en Haïti, là, dans la Cité du Savoir. Donc ça, c'est très bien et c'est important. Mais pour l'intelligence artificielle, pour développer des algorithmes, tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur. Et je crois que beaucoup de gens ont des ordinateurs déjà. En tout cas, tout le monde a des cellulaires. Et il y a de plus en plus de choses qui sont possibles de faire juste avec un cellulaire. Donc, l'accessibilité est là. Voilà. Intéressant de le savoir parce que, mais je crois que Institut ça quoi, Paléa et ISTEA là, seulement dans le nord, oui, dans le nord, reparti dans toute. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Il y a des plans pour aller dans le sud également, mais en fait, présentement, l'ISTEA physiquement est dans le nord, mais dans les faits, les cours sont donnés, il y a des centres un peu partout. Moi, dans mes cours, je me souviens, j'avais des gens de Port-au-Prince, j'avais des gens de Hinche, et puis j'avais des gens de Jacmel. Alors, les cours, en fait, c'est eux qui ont, c'est comme si c'était eux, c'est l'ISTEA, une université haïtienne qui a, en quelque sorte, là, rendu un petit peu, popularisé ces cours en ligne. C'est avec eux que j'ai commencé et par la suite, là, j'organise des MOOC dans le cadre de mon travail chez Ivado. Donc, j'organise maintenant des cours en ligne, mais j'avais déjà enseigné en ligne
auprès de l'ISTEA. D'accord. Donc, et auprès de l'ISTEA, c'est à distance, ou Montréal, et puis élèves étudiants suivent quoi? En Haïti, sur plusieurs sites. C'est super. Mais ce n'est pas seulement Montréal. Il y a des professeurs de l'ISTEA qui sont un peu partout de la diaspora, là où il y a la diaspora haïtienne. Il y a des gens en Suisse, en France, un peu partout au Canada, aux États-Unis. Tout à fait. Ça veut dire que ça, là, ils vont pour l'autre haïtien pas qu'on est, qui peut-être pas intéressé. Parce que le plus souvent, mon allié doit intéresser en bagaille, mais c'est parce que pas joindre accès. C'est ça qui fait le parler là-dedans. Tout à fait. Mais tant dit ça, et puis il est capable d'aller, il dit bon, on va pas chercher l'information. Fait en recherche sur Internet, Institut de sciences et technologies d'études avancées en Haïti. En Haïti. OK. Mais pour entrer là-dedans, il faut qu'on base. Oui, alors à ce niveau-là, quand même, oui, là, ce sont des études universitaires. Il faut qu'on base. Ça ne m'entend pas base encore beaucoup plus en sciences, mathématiques, physique. Non, puis... pas seulement. Pas seulement. Il y a des cours dans différents domaines. Alors moi, je m'occupe vraiment beaucoup plus des sciences de la vie et de la terre, mais il y a d'autres domaines. OK. Il y a éducation, il y a... En fait, je participe aussi à un autre cours à l'ISTEA qui est le cours Femmes et Sciences. Femmes et Sciences. Justement pour faire connaître aux gens en Haïti. J'aime que tu reviennes. Oui, toujours. Tout ce que je fais tourne autour de ça. C'est important. Oui, on fait parler, je peux couper les paroles. Oui, non, c'est bon, mais pour faire connaître un petit peu... c'est pas en vengeance que on a cherché, mesdames. Vengeance, non, pas du tout, mais simplement de prendre la place qui leur est due. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont inventé des choses, des femmes noires. Surtout, on connaît beaucoup les cas des Américaines, mais on en entend très peu parler. Donc, justement, le but de ce cours, c'est de les faire connaître et de voir aussi quels sont les freins que toutes les femmes vivent pour essayer d'aller plus haut. On dirait que femmes haïtiennes ont été plus évoluées que femmes américaines en ce sens, parce que femmes américaines ont été souffrées en pile avant que... Où en fait c'était étonnant de regarder toute misère passer tout, parce que est-ce que peut-être documentaire ça peut être toute réalité de femmes qui étaient en sciences, qui vraiment étaient une difficulté pour être acceptées dans certains milieux, comme la NASA, etc. Exactement. Donc, mais c'est intéressant pour nous connaître que finalement, dans le temps moderne, ça, est-ce qu'ils jouent une place, plus ou moins comme scientifique. Aux États-Unis? Oui. Oui, quand même, oui. Il y a des avancements, il y a un pile de bagaille qui changeait. Il y a une vice-présidente américaine, femme noire. Mais... Donc, on chercheur ici, comme par exemple Dr. Yvette Boni. Tout à fait. Que moi, vous mentionnez le tout, là-bas, donc on a l'île, ils sont sommités ici. Tout à fait. Est-ce que ça me là? Mais époque, il n'y a pas de grand pile fille haïtienne. Non, et c'est ça qui est étonnant. Femme noire. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'IT réussi fait premier greffe de moelle sous un timoun. Déjà, ça c'était très spécial, mais en même temps, probablement que l'IT a un pile problème. Tout simplement pour le cas dire, oui, moi, je suis médecin, et puis bon, et puis capable. Une femme qui est très sobre, très modeste. Très modeste, mais superbe. C'est une superbe femme, oui. Au qu'on est temps passé en pile, il était 5 minutes. C'est moi! Ma bonne toute possibilité pour dire qui projet. En fait, m'a invité et on prend une caméra là, pour parler un petit peu de ça que vous voulez comme tel, parce que en tant que femme scientifique, ou bien peut-être un pile projet, dis-nous un petit bail pour téléspectateurs. Je t'ai parlé tout à l'heure de apprentissage tout au long de la vie, formation continue. Et puis, je crois que Kounia, tout le monde, c'est conseil de penser. Si mon yo bon, faut qu'il fait classe bien. Mais ce m'a troublé ça m'a là, ça crée l'éducation permanente là. Tout à fait, c'est ça. Faut que tout le monde entre là-dedans. Tout le monde. Tout le monde, parce que
Kounia, bagaille a changé et puis il a changé vite pour tout le monde. Donc, essayez pas d'avoir peur dans tout ce qui entoure les ordinateurs. Qu'on soit dans la quarantaine, dans les 70 ans et plus, ce n'est pas grave. Il faut développer, il ne faut pas avoir peur de tout simplement pitonner. On commence avec ça et ensuite on peut aller un peu plus loin. Mais les ordinateurs quand même vont faire partie, ils font déjà partie de notre vie, ils vont le faire encore plus et on veut s'assurer que les gens aient des compétences dans tout ce qui a trait à ça. En fait, c'est en tout cas au Québec, au Canada, je dirais, les compagnies ont beaucoup de difficultés à trouver des gens qui ont des connaissances, par exemple, en intelligence artificielle, parce que eux, ils essaient d'appliquer ça, mais ils ne trouvent pas les gens, et il n'y a pas assez d'étudiants qui sortent des universités. Donc, on se retrouve un petit peu dans un petit problème. Donc, on encourage fortement les gens. Il y a beaucoup de programmes, pour ceux qui sont au Canada, du moins, il y a beaucoup de programmes, justement, pour essayer d'augmenter les compétences, là, pour répondre à cette demande. Et tout programme, ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement MOOC, on est capable de l'inscrire là-dedans. Ça peut être à travers les MOOC, donc les cours en ligne dont on a parlé, mais ça peut être aussi dans des programmes au niveau du cégep. Les cégeps aussi sont très forts là-dedans. Les cégeps ont de bons programmes pour pouvoir aider les gens. Et puis, au niveau des universités aussi, bien sûr. Oui. Alors, de là, par exemple, on a fait d'évaluation du travail. Est-ce que par exemple, je m'inscris dans mon MOOC, est-ce que en tant que tel j'apprends, donc on a une évaluation de ma compétence, ma façon d'apprendre? Tout à fait. Donc à la fin, nous, chez Ivado, on organise justement des MOOC, mais qui sont peut-être à un certain niveau quand même. Il faut vraiment un niveau universitaire, je dirais. Et à la fin de chaque module, donc on regarde des vidéos, il y a des lectures à faire, il y a toutes sortes d'activités spéciales et à la fin de chaque module, il y a des quiz. Donc on répond à des quiz pour justement évaluer si on a bien compris la matière ou si peut-être qu'il faudrait revoir certaines choses. Donc ça, c'est une manière justement, une évaluation, il y a des évaluations donc formatives et sommatives à la fin complètement pour pouvoir nous permettre d'avoir aussi une attestation. Et ces attestations-là aussi permettent de se présenter auprès d'un employeur et dire, bon, mais moi, j'ai fait telle formation. Ça vaut ce que ça vaut. Des fois, c'est un petit peu moins bien, mais quand même, ça nous permet d'avoir les connaissances et puis d'avoir un certain confort par rapport à ça. Je pense que l'important, c'est d'être confortable, de ne pas avoir peur des sciences en général. C'est pas bête de poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle, les gens qui apprennent, par exemple, comme on a suggéré là, que comme si on a l'apprendre, est-ce que finalement, monde ça est capable de travailler, parce qu'on a un monde capable de travailler à distance, avec un employeur ou était sur ordinateur, au travail à distance, et puis au PO. Donc, oui, le télétravail, tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on utilise nécessairement l'intelligence artificielle ou qu'on travaille avec l'intelligence artificielle. Mais en même temps, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Je donne un petit exemple. Quand on veut... lorsqu'on veut choisir un film sur Netflix. Déjà, Netflix a une bonne idée, si on y a été quelquefois. Netflix a une bonne idée du genre de film qu'on aime. Netflix va déjà nous suggérer des films qui sont similaires à ceux qu'on a déjà vus. Il ne va pas vous présenter un autre film complètement par rapport. Donc, ça, c'est un petit peu l'intelligence artificielle. C'est très adapté à la personne. À la personne. Nathalie, c'est ainsi que se termine notre émission. Vraiment là. Déjà? C'est déjà. Pas encore. J'aurais tellement de choses à te poser comme question pour apprendre, mais en tout cas, c'est déjà satisfaisant. On a fait une synthèse de tout là.
Alors, je te remercie d'être venu nous voir. Merci beaucoup de l'invitation. Et j'espère qu'on se verra une prochaine fois. Absolument. D'accord. Tout à fait. Bonne chance dans tes entreprises. Merci. J'ai hâte de voir tes enfants là, tes jeunes. Parfait, je viendrai avec eux. Alors, et bonne fête à toutes les mères aussi. Voilà, bonne fête mesdames et messieurs. Et les mères, bonne fête des mères encore une fois. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre émission ATHM, la télévision haïtienne de Montréal, Rencontre FM avec Franz Vance qui était l'animateur, qui est l'animateur de l'émission. Nous avons à la réalisation Franz Saint-Louis, nous avons Wilson Pierre et Peterson Cherry. À la recherche, nous avons Yannick Joseph. Je vais dire Yannick Joseph. Merci, à dimanche prochain.